Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Convainc-moi, ce mini-débat d'une trentaine de minutes qui se propose de remonter à cette table ronde organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. C'était le 25 février écoulé dans un hôtel, dans un hôtel de Cotonou, une table ronde qui a réuni le ministre d'État, qui a réuni non seulement le ministre d'État, mais aussi et surtout les recteurs des universités du Bénin, des responsables d'entreprises, afin de réfléchir sur la problématique de la formation et de l'employabilité au Bénin. Mais pourquoi ces assises? De quoi retournent ces assises? Quelles ont été les communications essentielles abordées au cours de ces assises et que peut-on retenir avant le rapport final qui prendra corps très bientôt? Que peut-on retenir déjà des points qui feront bien évidemment l'objet des recommandations? On en parle avec Barnabé Coelho, participant à cette table ronde, bien évidemment. Il est spécialiste des questions éducatives et d'orientation. Monsieur Coelho, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Un plaisir pour moi. Merci de votre disponibilité. C'est un engagement personnel, c'est un devoir patriotique et un devoir moral pour le pays. Avec vous, nous allons en apprendre davantage sur ces assises qui ont réuni de grands noms du pays, des promoteurs d'entreprises, le ministre d'État qui a lancé, les travaux, le ministre de l'Enseignement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et beaucoup d'autres cadres du ministère et, il faut le rappeler, les recteurs des universités du Bénin. Alors, pourquoi ces assises? Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Avant tout propos, je tiens d'abord à remercier personnellement la ministre de l'Enseignement supérieur qui était là pendant les 2 jours. Sa présence confirme son engagement et sa volonté pour un réel changement de paradigme. Et je salue vraiment au passage cette grande dame qui est dévouée à la cause de la patrie, à la cause de la nation. Je remercie également les recteurs, les différents recteurs, en particulier le recteur, son Excellence professeur Maxime Dacruz, un grand monsieur qui continue de lutter pour un changement réel de ce que nous vivons à l'université. Je remercie également les différents entrepreneurs, tous les participants qui, durant les 2 jours, ont fait un débat de haut niveau, des échanges de qualité. Pourquoi encore une table ronde? Parce qu'on en a toujours fait. Une assise de plus? Une assise de plus. Je ne pense pas que ça soit une assise de plus parce que quand vous voyez aujourd'hui la situation que vivent la jeunesse après 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'université, on se demande pourquoi. Et comme souvent j'ai l'habitude de le dire, l'ancien regretté, son Excellence, paix à son âme, regretté Gaston Azoua qui disait « Lorsqu'un problème est mal posé, la solution est toujours biaisée ». Si nous ne posons pas bien le diagnostic, si on ne cherche pas vraiment là où on a trébuché, je pense qu'on va toujours être des pleurnichards d'ici 5 ans, 10 ans, revenir toujours faire les mêmes choses. Et c'est pourquoi la ministre a décidé qu'on fouille vraiment dans cette histoire de chômage après l'université, qu'on fouille vraiment pourquoi les étudiants finissent et ils sont à la maison, pourquoi on dépense des millions. Parce que je prends par exemple une formation qui coûte 400 000 l'année à un parent. Le jeune fait 3 ans, il vient de dépenser 1 200 000 francs, sans les autres dépenses y afférentes. Et on finit, on est là, on parle français à longueur de journée. Sur hasard, vous avez 27 ans, 30 ans, il est là, il est diplômé, et il attend l'État pour réussir. On ne peut pas continuer à construire une nation, un pays comme ça, parce que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 2030, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui malheureusement frappée par l'université, frappée par, le chômage, qui va diriger le pays. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, une jeunesse au chômage ne pourra pas relever les défis de sa génération.
Parce que d'une manière ou d'une autre, vous devez répondre à un besoin de la société. Ah oui. Être au chômage, je ne crois pas qu'on peut répondre à un besoin de la société. Et non. donc, en voulant relever Parce ce qu'on grand dit défi... Le rêve du pauvre est pauvre, le rêve du riche est riche. Voilà. Le Donc, chômeur ne réfléchira qu'autour du chômage. Vous avez bien compris. Donc, pour relever ce grand défi, la ministre a bien vu organiser cette table ronde pour pouvoir prendre des décisions. Et comme je le disais, surtout la deuxième journée, nous avons un problème majeur à travers cette table ronde, ces séminaires, ces conférences, je veux dire. On a plusieurs fois fait des rassemblements. Les rapports existent. Mais pourquoi on n'a pas un changement? Et donc, je disais lors de cette table ronde, il faut véritablement qu'on puisse constater un réel changement après les 2 jours. Et déjà, moi, je suis positif. Pourquoi je suis positif? Et j'ai espoir, je vais dire, parce que personnellement, la grande dame, son excellence, Madame Eleonore Yahi, était là pendant les 2 jours. Elle pouvait laisser les différents panélistes, les communicateurs, les participants échanger entre eux. Mais je vous dis, elle était là de matin jusqu'au soir. Ça voudra dire, elle est consciente. Elle est consciente Elle a brisé l'ancien principe qui consiste à venir lancer et rentrer. Je vous dis, elle était là, elle a participé. Elle était là comme tout participant. Et donc ça témoigne déjà son engagement. Elle a suivi les travaux. Elle a suivi vraiment les travaux. Elle a exigé et elle a pris plusieurs fois la parole pour dire ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on voit la jeunesse à la maison. Ça fait mal parce que la jeunesse qui a plein de potentiel, qui a beaucoup de talent, beaucoup d'atouts, malheureusement, est à la maison, après plusieurs millions investis à l'école. Mais la présence de Madame la ministre, son suivi suffit à tout corriger? Comme le recteur, par exemple, de la CUS disait lors de cette table ronde, si nous ne faisons pas cette lutte dans une synergie, si nous ne restons pas ensemble, ça ne pourra pas aller. Autrement dit, elle seule, elle ne pourra pas. C'est pourquoi elle a rassemblé les grands décideurs. Je dis bien les grands décideurs. Ceux qui ont leur mot à dire dans cette lutte, dans cette question, dans ce sujet. Et donc, elle, avec l'ensemble des participants et surtout le numéro 1 du pays, son excellent président Talon, qui, jusqu'à l'instant T, démontre qu'on peut véritablement avoir le développement, démontre qu'on peut avoir un vrai changement. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que, si vous voyez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a une manière véritablement de faire les politiques, de dire les choses. Mais je crois bien et j'ai l'espoir que cette table ronde, quelque chose va se passer après. Oui, parce que... Je ne veux pas être pessimiste, M. Coelho, mais, okay. mais je pense que tant que l'instance fait tiers, tant que le législateur ne sera pas convié à une telle table ronde, je pense que ce sera, comme on le dit en griffe, peine perdue. On ne peut pas le dire totalement. Parce que là, vous savez, les promoteurs auront beau réfléchir, les promoteurs, les recteurs et autres, mais que fera-t-on s'il n'y a pas adéquation entre les curricula et les réalités du terrain et les dynamiques du temps? Voilà, monsieur le journaliste. Je vous dis, durant les 2 jours, les différentes causes où la majorité ont été relevées, diagnostiquées, les responsabilités ont été bien situées. Parlant d'inadéquation entre formation reçue et les besoins du marché de l'emploi, je vous dis, l'ensemble des recteurs, les professeurs, les différents docteurs qui étaient dans la salle, enseignant à l'université ouvertement, ils ont reconnu qu'à 98%, pour ne pas dire 99%, la formation qui est donnée à l'université ne répond pas aux enjeux du pays, ne répond pas aux besoins du pays. Comment on peut prendre par exemple une filière comme, où je vais dire, le département ou la faculté qu'on appelle par exemple les PAC, ou je vais dire l'école par exemple qu'on appelle les PAC, ou par exemple FSA, où à 98%, il n'y a pas de laboratoire digne du nom, où les apprenants ne peuvent pas faire, c'est-à-dire les travaux pratiques au sens réel du mot. Ils ont reconnu, ils ont dit qu'il n'y a même pas de laboratoire à travers nos universités ou dans nos universités. Ça voudra dire,
et l'État, La théorie continue de dominer. la théorie continue de dominer. Vous voyez par exemple, même nos cure-dents, où je vais dire ce que nous utilisons pour essayer de dégager un peu, nous mangeons viande et autres là. Nos brosses dents traditionnelles. Brosses dents ou Brosse à dents traditionnelles. Non, pas brosse à dents. Voilà, ce que nous mettons en fait dans nos bouches quand on les pique-dents. Merci beaucoup. Pique-dents. Comment par exemple quelqu'un qui finit par exemple une formation à l'université ne peut pas, c'est-à-dire avoir la capacité, c'est-à-dire l'esprit pour le faire? Vous voyez par exemple quelqu'un qui a Master 2 à l'EPAC ne peut même pas fabriquer diode. Ça sonne pas bien à l'oreille. Oui, mais s'il a passé tout le temps à l'apprendre, à Et juste le président, je pense que... que le président de la CCB, le représentant de la CCB disait à 99%, les diplômés, les jeunes sortis de nos universités ont des notes qui ne disent pas son nom. 17 de moyenne, 18 de moyenne dans leur relevé de notes. Mais juste 2 questions en entretien d'embauche, ils sont impossibles, ils sont incapables. Ça voudra dire le jeune est formé pour la théorie. Le recteur disait par exemple, en tant qu'enseignant à l'université, mon rôle n'est pas aller à la répétition, à la récitation de ce que moi j'ai reçu. Mais que malheureusement, aujourd'hui nous avons dans nos universités des enseignants qui ne font que réciter ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Et là, moi, je fais une parenthèse pour faire recours à un monsieur qui s'appelle Benjamin Bloom, qui disait à travers un schéma pédagogique, il dit, lorsqu'un enseignant, en établissant les objectifs pédagogiques de son cours, il doit se fixer 6 niveaux, 6 objectifs. Le premier, donner la connaissance, donner l'information. Deuxième, s'assurer que l'information qui est donnée, l'apprenant ou l'étudiant a compris. Le troisième, l'apprenant a la capacité d'analyse. Et le niveau 6, la créativité à partir de la connaissance reçue. Combien de nos étudiants, sur 10, sur 100, peuvent véritablement relever un défi, peuvent apporter une solution à un problème de notre communauté à travers les informations reçues à l'université? Monsieur Kouelo, il n'y a pas beaucoup. Monsieur Kouelo, je ne vous arrête pas. Il y a pas, par exemple, il y a l'autre volet. Je nous connais et on se connaît au pays. Vous savez, depuis quelques années, on a comme une sorte, je dirais, de réforme mentale. Chacun se rend compte de l'inadéquation des curricula par rapport aux réalités du temps, par rapport aux réalités du moment. Une chose est de reconnaître que la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, la capacité à aligner les belles concordances de temps, à pondre des pamphlets, des rhétoriques littéraires énormes, que toute cette capacité ne suffit pas à affronter, à résoudre les problèmes du temps. Alors, mais pour l'avoir su, que fait-on? C'est là, au fait, la vraie question. Parce que cette table ronde a permis je sais pas, de décortiquer, de faire un état des lieux des problèmes qui minent le système éducatif. Oui, mais c'est cet exercice que nous faisons depuis quelques ans, quelques années. Et le chef de l'État a eu à le dire pendant sa tournée. Ça n'a pas plu à certaines éminences grises ou à certains détracteurs. Mais il y a de la pertinence dans ses propos. Oui. Peut-être qu'il y est allé de manière un peu forte. Alors, mais il faut le dire que les curricula tels que constitués par les législateurs fabriquent de bons bavards. Vous voyez, on va mais pas maintenant, dire. Si, M. Kouelo, mais maintenant, comment harmoniser ces curricula avec les réalités du moment? Avant de répondre à cette question, Oui. je vous dis, c'est-à-dire, une des raisons fondamentales du taux élevé de chômage, quand vous prenez 100% des nouveaux bacheliers qui arrivent à l'université, selon les statistiques, minimum 70% s'inscrivent dans les filières liées, par exemple, aux ressources humaines. Ça ne marche pas. Quand on va faire un peu recours en arrière, aujourd'hui, vous allez voir, la majorité de nos apprenants font les séries littéraires. Le chômage va doubler, va tripler. Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous savez, nous sommes à un monde qui évolue à une vitesse qu'on ne peut même pas calculer. La technologie ne dit pas son nom. Mais quand on est dans un monde comme ça, et toi-même d'abord, en tant qu'étudiant, en tant
que nouveau bachelier. Tu as fait quelque chose qui ne répond même pas à la réalité de l'époque, du siècle. Je Oui, suis mais désolé. mais il faut tenir compte des différents types d'intelligence. Je suis d'accord. Tous les apprenants n'ont pas les Une des causes intelligences scientifiques. Une des causes que je vais encore citer, et qui a été aussi citée, je vais dire lors de cette table ronde, c'est la mauvaise orientation des nouveaux bacheliers. Je vous dis, 90%, 98% des nouveaux bacheliers sont mal orientés. Je vais à l'université parce qu'on m'a dit, après le bac, il faut aller à l'université. Je vais à l'université parce que papa a dit qu'il faut aller à l'université. Je vais à l'université parce que mon copain, ma copine, mon meilleur ami est allé à l'université. Je vais à l'université parce qu'il faut avoir diplôme. Non. Il y a de cela quelques années, lorsque vous avez même CEPE, c'est même l'État qui passe, vous recrutez. Mais aujourd'hui, licence, master et autres sont à la maison. Ça voudra dire, le jeune qui va aujourd'hui à l'université dans l'optique d'aller trouver un emploi, il a échoué. Il s'est mal orienté. Il faut déjà se poser la question, est-ce nécessaire d'y aller? Merci beaucoup. Ou s'orienter autrement? Mais qui pose ces questions? Je vous dis, c'est en fait, je vais dire vraiment désolé parce que, vous voyez, c'est même après la délibération de l'office du baccalauréat que et parents, et universitaires, étudiants, nouveaux bacheliers, ils cherchent à s'orienter. C'est déjà même raté. Bien sûr. On s'oriente avant le bac. Vous ne verrez, je vous dis bien, vous ne verrez personne monter dans un avion sans un plan de vol et sans un plan d'atterrissage. Vous ne verrez jamais un véhicule, une voiture qui n'aura pas un tableau de bord. Si jamais vous montez dans ce véhicule, le risque d'accident, ça dit x10. Mais c'est comme ça qu'on est allé à l'université. Moi, par exemple, je suis allé à l'université. Personne ne m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux aller faire? Moi-même, je ne me suis pas demandé qu'est-ce que je veux aller faire. Ben, comme beaucoup d'ailleurs. Mais c'est ça, en fait, ça fait partie des causes. Pour répondre à votre question. Mais le problème ne naît pas au fait à l'université ou à l'entrée à l'université, M. Kouelo. Je vous écoute, dès les plus tendres années, les premières années de primaire et autres, ou de collège, quelle a souvent été la question que vous posent les parents? Quelle est ta note dans telle matière? Voilà. On ne vous demande jamais, as-tu assimilé ou à quelle hauteur as-tu assimilé ces apprentissages, ces prérequis et préacquis? À notre niveau, par exemple, nous avons un document de 25 pages que nous donnons gratuitement à tout le monde intitulé « Les 9 raisons pour lesquelles tu ne dois pas aller à l'université ». Je dis bien les 9 raisons pour lesquelles tu ne dois pas aller à l'université. Vous ne devez pas faire votre choix parce que vous avez obtenu, par exemple, 15 années d'été, 18 ans en mathématiques. Moi, je suis une preuve vivante d'une mauvaise orientation. J'ai fait 2 fois le bac D. Et je vous dis pour la deuxième fois, à cause de pédigré croisement, donc SVT. Je vous dis pour la deuxième fois, j'ai eu 15 ans en SVT. Si on va m'orienter, on va dire quoi? Que je vais faire la CBJ à l'université. Mais je suis désolé. Mais c'est comme ça la majorité a été orientée. C'est comme ça la majorité on a fait l'université. Donc, l'État est responsable, mais n'est pas responsable. La responsabilité est partagée. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut toujours continuer à faire les diagnostics? Est-ce qu'il faut toujours continuer à se poser les questions? Est-ce qu'il faut toujours continuer à dire ça ne va pas, ça ne va pas? Est-ce qu'il faut se limiter au diagnostic? Non, je crois qu'à un moment donné, il faut véritablement poser des actions réelles sur le terrain. Et en posant ou en voulant poser des actions réelles sur le terrain, au cours de cette table ronde, par exemple, plusieurs solutions ont été proposées. D'abord, entre universitaires, ou je vais dire université et entreprise, il n'y a pas une communication. C'est vrai. Autrement dit, les universités ne savent pas quel type d'employés les employeurs cherchent. Et les employeurs aussi ne savent pas quel type de formation on donne à l'université. Il y a problème. Nous formons qui et nous formons à qui? C'est en fait la ministre même qui disait ça. Nous formons qui et nous formons à qui? L'université forme quel type de personnes, quel type de jeunes? Et forme des diplômés. Des diplômés. On donne la connaissance. Or, aujourd'hui, à ce 21e siècle, la connaissance seule ne peut pas vous permettre de gagner votre vie. Il y a d'autres armes, d'autres outils dont vous avez besoin. Et donc, il est proposé désormais que et université et entreprise, par un, se rassemblent, font un état des lieux. Qu'est-ce qui évolue à votre niveau? De quoi vous avez besoin? Voilà nos besoins. Vous prenez par exemple les recteurs. L'ensemble des recteurs ont dit l'université au Bénin. Je vous dis l'université au Bénin, où nos universités en majorité continuent de jouer leur rôle. Ils ont affirmé plusieurs fois. Et je pense même l'université, je pense le recteur de l'université de Kétou, je pense bien, ou d'Abomey, voilà l'université technique d'Abomey, il était vraiment énervé quand on dit que voilà l'université ne joue pas son rôle. Il disait, comment se fait-il que vous voulez que l'université joue son rôle, mais vous ne donnez pas à l'université les moyens dont elle a besoin? Il n'y a pas de laboratoire. Est-ce que c'est le recteur qui va prendre son argent pour aller mettre les laboratoires en place? Je crois que la réponse est non. Est-ce que
le recteur maintenant va se lever pour prendre son argent pour aller inscrire les étudiants dans les bonnes filières d'avenir. Est-ce que les nouveaux bacheliers ont les informations sur les filières porteuses? Non. Mais ce n'est pas le rôle de l'université d'apporter ces informations maison par maison. Aujourd'hui, les jeunes ont Android. La majorité d'eux ont des portables de 60 000, 100 000. Mais ils font quoi avec ces objets? C'est la distraction. Autrement dit, l'État est disponible à jouer son rôle. Mais est-ce que les jeunes... avec. Merci beaucoup. Est-ce que les jeunes même sont disponibles à jouer leur rôle? C'est pourquoi il disait que la responsabilité, elle est partagée. Autre solution, par exemple, comment faire en sorte que d'ici 10 ans, d'ici 2025, 2030, 2040, 2050, puisque l'effectif de la population va tripler. Bien sûr. Et donc, si jamais on ne se lève pas vite, le chômage va venir à ce niveau. On ne pourra même pas respirer. Autrement dit, si rapidement on ne se lève pas pour anticiper les données, ce que nous disons aujourd'hui, où par an, nos universités livrent en moyenne 200 000 étudiants et à peine 10% s'en sortent, oui, on aura, c'est-à-dire 10 millions qui vont rester à la maison. Monsieur Kouelo, oui. Comme je l'ai dit tantôt, le problème à l'université, c'est comme un cancer à la phase terminale. Vous savez, quand on prend un apprenant de collège, on nous a toujours chanté que les jeunes asiatiques et autres, déjà du niveau terminal et autres, peuvent déjà fabriquer des portables ou de petits appareils. La preuve, c'est que nous utilisons. Mais un apprenant, en dehors des lycéens, de lycée Koulibaly et autres, un apprenant ordinaire, des collèges d'enseignement ordinaires, que peut-il faire? Il ne connaît rien. Je pense, si ce n'est se convertir en répétiteur, je pense que vous avez animateur de salon de maison. Je pense que c'est vous, mais je pense que vous avez reçu pendant la période où chaque ministre faisait le rapport des 4 années. Je pense que vous avez reçu le ministre de l'enseignement secondaire, Mario Capo, qui disait au cours de l'émission qu'aujourd'hui, quand nous prenons nos écoles, on a encore des matériels qui datent de 1950, 1960. Wow. Par exemple, l'appareil qui permet de mesurer l'intensité de courant électrique. C'est-à-dire, ce que nous utilisons dans nos établissements, dans nos écoles, ne cadre véritablement plus aux besoins du pays. Comme ça, quel type de jeunes on peut former? Quel type de développement on prépare? Ça voudra dire, l'État reconnaît, à travers la ministre de l'Enseignement supérieur, à travers les différents recteurs, à travers les décideurs qui étaient c'est-à-dire à cette table ronde, ils ont tous reconnu qu'aujourd'hui, le mal est là, le problème est là. Tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là le problème de financement. Que faire? Que faire? Et c'est là la première autorité, je vais dire, la ministre de l'Enseignement supérieur, elle a pris officiellement l'engagement de faire d'abord un compte rendu fidèle au président de la République parce que les universités ont besoin de laboratoires. Qui en était déjà On dit par exemple, vous voyez, je prends par exemple un enseignant de PCT. Il est enseignant certifié. C'est lui qui connaît BBT, il connaît Coran, il connaît tout ça là. Mais je vous dis, si jamais il a un problème d'électricité à la maison, c'est le jeune bricoleur éducatif qui va appeler. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire, il fait la théorie à l'école, mais il n'a jamais fait la pratique. Ce n'est pas la faute de l'enseignant, je vous en prie. C'est la faute du système. Parce que l'enseignant, il a payé des frais. Il a suivi une formation. Il a fait beaucoup d'années dans ce domaine. Et donc, s'il vient en théorie, ce n'est pas sa faute, mais la faute du système. Et donc, si déjà le système reconnaît qu'il n'y a pas l'argent, c'est-à-dire il n'y a pas de laboratoire. Mais que faire? Vous étiez à l'étape de l'engagement de Mme la ministre. Oui. Qui s'est engagée à faire un compte rendu fidèle au président et que la joie à venir, les universités pourront, même si ce n'est pas à 100%, commencer par avoir satisfaction de quelques besoins. Parce que vous savez, si vous avez 10 problèmes, on ne peut pas résoudre les 10 problèmes en une journée. C'est avec le temps on peut résoudre les problèmes. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, les jeunes qui sont aujourd'hui au chômage en réalité, ce n'est pas des jeunes formés dans la période où Talon est venu. Ce sont des excellents présidents de la République. C'est des jeunes qui ont fait l'université il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est des problèmes créés avant. Ce sont des excellents Patrice Talon. Donc, lui demander de résoudre automatiquement ce problème, je crois que c'est de l'illusion. L'administration a une continuité. Je suis d'accord. C'est pourquoi elle s'est engagée, les différents recteurs se sont engagés à donner le maximum d'eux-mêmes pour un changement réel. Et je vous dis, quand le rapport définitif va sortir, parce que l'équipe
continuent, voilà, les dernières, voilà, ils vont intégrer les dernières remarques, les dernières recommandations pour faire sortir le rapport définitif. Vous allez voir que durant ces 2 jours, ce n'est pas seulement un bavardage, parce que je disais même, surtout la deuxième journée, que moi je ne souhaiterais vivement pas qu'à la fin, on puisse nous qualifier des gens qui se sont rassemblés pour bavarder. Encore une fois. Et le modérateur principal, journaliste à l'ORTV, disait, monsieur Barabé, je te prends la parole parce que tu ne vas pas nous traiter de bavardage ou bien de bavardage, parce que on sait, nous sommes tous conscients que nous a formé bavardage. Mais à un moment donné, comme Franck Fanon a l'habitude de dire, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir, remplir ou trahir sa mission. Et ce qui est vraiment important, et qui est même l'idéal, chaque jeune doit savoir aujourd'hui, quel que soit le gouvernement qui va venir, mon avenir ne doit pas dépendre à 100% de ce gouvernement. C'est très important. Chaque fois, je vais à l'université, je ne dois pas aller à l'université dans l'optique d'aller trouver un emploi. C'est de l'échec. C'est une mauvaise orientation qui ne dit pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi n'existe plus. Et je vous dis selon les statistiques, aujourd'hui, l'État n'a que la capacité de prendre 4 personnes sur 100. Je dis bien, quand on prend 100 personnes diplômées, bien sûr, l'État n'a que la capacité de prendre 4 parmi les 100. Les 87 sont où les amis, chers parents, dans les faits tricolores. Ils sont en train de faire des activités qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont appris à l'université. Barnabé Kouelo, oui. On ne va quand même pas finir ce débat sans évoquer un autre facteur. Sinon là, on aurait commis un crime de lèse-majesté. Je ne vous apprends rien, M. Kouelo. Il y a un complexe, il y a une propension, il y a une logique psychologique relative à l'espace francophone. Vous savez qu'on a cette propension de porter les diplômes ou de vanter, de mettre en avant, en valeur, j'allais dire, les diplômes. Eh bien, mon garçon a 25 ans, il a déjà un doctorat, je veux l'avoir aussi. Bon, mon grand frère s'est arrêté seulement au bac, moi j'irai juste au master. Merci beaucoup, il y a aussi cette dépendance, cette forme d'esclavage béat vis-à-vis des diplômes que nous cultivons et que nous continuons de cultiver encore. Nous portons les diplômes mais vides. Ce n'est pas, en fait, je vais dire 100% de notre faute. Pourquoi je dis ça? Au lendemain des indépendances, ceux qui nous ont légué ce système éducatif avaient un objectif. Former ceux qui vont travailler dans l'administration. Former des gens qui vont porter ce que vous avez porté, cravate à Koweït, dans les bureaux climatisés, on est à l'aise. Ça, c'est les objectifs déjà après l'indépendance, juste au lendemain des indépendances. Ceci a continué jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir, vous allez trouver même des gens sous le soleil, ils sont en cravate, ils sont à l'aise. Mais ça ne se passe pas comme ça. Allègrement. Voilà. Ça, c'est en fait, c'est malheureusement quelque chose que nous avons hérité. Et je pense individuellement, on doit essayer de relever ce défi. De se libérer de certaines parts de cet héritage. Et je passe par ce canal pour véritablement remercier, ou je vais dire saluer un monsieur que nous connaissons tous, son excellent recteur d'Acruz. Je vous dis, allez fouiller bien dans ses archives. Si vous voyez son excellent professeur d'Acruz dans 10 cérémonies, dans 10 photos, vous ne verrez pas qu'il sera en veste dans 2 ou 3. C'est ça, être c'est-à-dire un Africain. C'est ça, être authentique. Un intellectuel authentique. C'est ça, être responsable en réalité. Qu'est-ce que je veux dire? À Koweït, Vitu intellectuel et de diplôme. Je suis désolé. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous êtes jeune, 25 ans, 27 ans, et jamais 30 ans, vous avez un diplôme à la maison, licence, master, et ce diplôme ne vous permet pas de gagner, je dis bien 2000 francs par jour, je suis désolé, c'est un diplôme inutile. Ah oui. Je dis c'est inutile. J'ai dit 30 ans, maximum. Parce qu'il va falloir qu'on puisse commencer par dire les choses au sens réel du mot pour que les gens puissent comprendre la gravité de ce que nous vivons en fait. La situation que nous vivons malheureusement. Mais tu es diplômé. Prends ton diplôme et va au marché d'emploi pour voir si les bons dents vont te vendre. Ce n'est pas évident. On ne nous a pas appris à l'école les bases de la société, ce qu'est l'idéal. Et tout le monde veut être intellectuel, tout le monde veut être accordé. Et vous allez voir, c'est pourquoi, après l'obtention du bac, du diplôme universitaire, la majorité des jeunes veulent aller à l'université. Oui, parce que mon grand frère a Koweït, comme vous l'avez dit, je vais être à Koweït. Je suis désolé, ne sommes pas ce siècle-là en fait. Ne vivons pas l'époque-là. Et le comble est que parfois le diplôme non seulement limite, mais contraint à la précarité.
Mais Pourquoi je vous le dis? Parce que vous voyez parfois un cadre accompli, master en poche, doctorant ou doctorat en poche, vous savez, qui souffre, qui difficilement arrive à réunir 1000 ou 5000 francs la semaine. Mais le menuisier d'à côté vit soigneusement bien. Il entretient ses enfants. Je ne sais pas, le matelassier d'à côté vit comme il le faut. Mais puisque vous avez déjà le master, vous ne voudrez plus désormais vous livrer au petit boulot, comme on le dit. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Et vous êtes contraint à la fin. Le directeur de l'ANP disait, je pense la première journée de cette table ronde, il disait, malheureusement, nous avons constaté, plus vous êtes diplômé, plus vous avez moins de chances de réussir en entreprise. Parce que vous dites que vous avez déjà assez de connaissances. Oui. Or, je suis désolé, le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas la théorie de l'université, bien la théorie de l'école où on dit 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 égale à 2, ce n'est pas vrai à l'école, c'est-à-dire ce n'est pas vrai en entreprise. C'est 2, c'est-à-dire 1 plus 1 donne 2 dans les 4 murs de l'école. Mais quand vous quittez les 4 murs de l'université, ça ne donne pas 2. Mais oui, quand vous êtes jeune, nouvellement, fraîchement diplômé, on ne vous dit pas ça, vous ne savez pas ça. Et vous dites, oui, moi je suis diplômé, j'ai fait master. Je suis désolé, tu vas échouer lamentablement en entreprise, tu vas échouer lamentablement dans la vraie vie. Et vous avez bien cité vous avez donné des exemples. Vous avez des gens aujourd'hui qui n'ont même pas CEPE. Et la majorité, selon les statistiques, la majorité de nos universités sont créées par des gens qui n'ont pas bac. Aujourd'hui, allez fouiller bien, les grandes décisions de l'humanité sont prises par des gens qui n'ont pas de diplôme universitaire. Bien sûr. Parce que rapidement, ils ont compris l'idéal. Parce que rapidement, ils ont compris qu'aller à l'université et réussir dans la vie, c'est deux réalités différentes. Les Bill Gates et Dangote ne sont pas des agrégés. Pourtant, c'est eux aujourd'hui qui nous contrôlent à 100%. Merci, Mme Kwelo. On aurait pu poursuivre ce débat, mais non, on va devoir y mettre un terme. Merci, franchement, on va y revenir une autre fois, ou pourquoi pas sur l'autre école pour en décortiquer davantage. Là, on aura 55 bonnes minutes. Merci beaucoup à vous. Je pense que, comme voilà, on l'a toujours dit et nous venons encore de le dire, la responsabilité, elle est partagée. Et parents, et dirigeants, entrepreneurs, surtout toi jeune, si vraiment tu es encore à l'université, tu dois faire tout possible pour ne pas faire les erreurs que moi, par exemple, j'ai eu à faire. Les erreurs que tes élèves ont fait. Ne va pas à l'université dans l'optique de trouver un emploi. Je suis désolé, il n'y a plus d'emploi aujourd'hui à donner à quelqu'un. Nous devons réfléchir parce que, je l'ai toujours dit aux gens, le jour, l'instant T où papa et maman ont fait le jeu qui a donné naissance à chacun de nous, papa a livré minimum 400 milliards de spermatozoïdes. Mais comment se fait-il que toi qui me vois, qui m'écoutes, c'est toi, ton spermatozoïde qui a fait grandir le vie de maman? Ça veut dire que tu es né champion, tu es né un combattant, un entrepreneur. Mais le système te dit que tu n'es pas un entrepreneur, le système te dit que tu dois passer par un concours. Je suis désolé. Tu dois réfléchir par toi-même pour dire, je suis dans un pays où on parle de chômage. Je vais vous dire les amis, un problème égale à une opportunité. Le chômage, c'est une opportunité. Merci beaucoup, M. Loris, pour l'invitation. Merci, c'est moi. Merci, Barnabé Kwelo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions éducatives et d'orientation. Vous investissez sérieusement dans les questions d'orientation. Ça, je le reconnais. Vous battez franchement. Merci, pour cette lutte. Merci pour le sacrifice. Merci pour le sacerdoce. Merci à vous. C'est une preuve de plus que la jeunesse peut. Oui, la jeunesse peut. Oui. La jeunesse peut. Merci beaucoup à vous. Ensemble, nous pouvons. Merci, c'était Convainc-moi et nous avons compris à travers vos explications que nous devons désormais nous démarquer des belles notes du collège, de l'université. Oui, et que les diplômes ne suffisent pas à tout, ne suffisent pas pour réussir dans la vie. C'est l'urgence à comprendre en fait à ce 21e siècle. Maintenant et tout de suite même. Oui, c'est l'urgence. Oui. Il fut premier au collège. Il a 17 ans il a 17 ans, 18 ans en mathématiques. C'est fini. Ce siècle est fini. Et vous avez donné de très beaux exemples. Merci beaucoup à vous. Quand vous avez un court-circuit à la maison, les notes de 18 ou 19 sur 20 ne suffisent pas à décanter la situation. Vous êtes contraint à faire appel à l'électricien d'à côté. Voilà. Donc c'est vous dire que les notes ne suffisent pas. Il faut maîtriser. Il faut se confronter aux réalités du temps. Voilà.